Alors, une des particularités d'Astérix, comme de tous les autres personnages, ils ont des nez énormes. Ça, on le savait. Bon. Mais on dit quelquefois que les dessinateurs se dessinent un peu dans leurs personnages. Moi, je dis que c'est faux. Absolument faux. C'est ainsi que les architectes visionnaires imaginaient l'avenir à l'époque d'Astérix. Pour Albert Uderzo, ce rêve est devenu réalité grâce au petit guerrier gaulois, avec cette maison de campagne non loin de l'antique Lutèce. Oui, de bon ton, je ne sais pas, mais elle est discrète en tout cas, parce que bon, je pense être assez discret. Et puis, je voulais être perdu un peu au milieu de la nature, voyez-vous, et là, je suis servi en ce qui concerne la nature. De plus, j'adore le chaume, c'est un rêve d'enfance. La maison au toit de chaume, je pense que tous les enfants rêvent un peu de ça. C'est ce qui colle d'ailleurs un peu avec le côté gaulois, quoi, bien sûr. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une hutte gauloise, elle est ronde, il y a son paillon de chaume sur la tête, et moi j'adore ça. Un domaine gaulois avec tout le confort moderne. Mais Albert Uderzo a aussi des relations privilégiées avec un fournisseur gaulois de menhirs. Je crois que là, en ce moment, c'est le menhir qui me supporte. Là. À dire vrai d'ailleurs, c'était pas du tout la vie quotidienne des Gaulois, ça. Hein. Les Gaulois avaient une vie quotidienne certainement beaucoup plus mouvementée, beaucoup plus dure et difficile. Là, nous avons créé en quelque sorte des Gaulois qui ressemblent beaucoup aux Français ou aux Allemands ou aux Espagnols ou aux Italiens d'aujourd'hui. On sait par exemple que les Gaulois ne faisaient pas de prisonniers, ils coupaient la tête des prisonniers, ils les plantaient sur des pics à l'entrée de l'Oropidum parce que c'était une forme de vaincre et ils mettaient des trophées. Eux, c'était pas des têtes de sangliers, c'était des têtes de Romains ou des têtes d'ennemis. Moi, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'était des Romains. Puisque j'étais italien, mes parents sont arrivés en France et n'ont pas eu la naturalisation française tout de suite. Ils l'ont eu en 1934, quand j'avais mes 7 ans. En 1934, je suis devenu français. Et j'ai appris à l'école primaire que mes ancêtres, c'était pas plus du tout les Romains, mais c'était les Gaulois. Alors bon, va pour les Gaulois. J'ai pas du tout été gêné de cette chose, parce qu'après tout, Gaulois ou Romains, tout ça, c'est un peu la même chose, bien que nous, on fasse la différence. Moi, les Gaulois, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai appris qu'ils devenaient mes ancêtres à l'âge de 7 ans, et j'ai une leçon de choses que ma maîtresse d'école nous faisait faire, je l'ai souvent raconté. Elle nous a dit, fabriquez une hutte gauloise. Avec de la terre glaise. Et j'ai fabriqué une hutte gauloise avec un paillon de champagne. Bon. Et donc, j'ai commencé, mes premières huttes gauloises ont été rondes. Et puis après, j'ai appris qu'elles n'étaient pas rondes. Très importante dans mes souvenirs d'enfance, c'est 1934. Pourquoi 1934 ? Parce que j'ai découvert dans le journal que mes parents achetaient, le quotidien, le Petit Parisien, les premières bandes dessinées de Mickey. Enfin, il y avait une bande dessinée en bas de page, qui comportait 4 ou 5 dessins, pas plus. Et j'ai commencé à suivre ça, l'histoire de cette petite souris, et j'ai fait une découverte, comme beaucoup d'enfants de ma génération. J'ai tout de suite été accroché, et je suis tout de suite tombé amoureux de ce petit personnage. Je crois me souvenir d'ailleurs de cette aventure. C'était Mickey qui était à la recherche je crois que c'était Chrysostome. Chrysostome, c'était l'homme cheval, qui était prisonnier d'un savant fou dans un château bizarroïde où il y avait des tas de trappes dans lesquelles on risquait de tomber et où il y avait des crocodiles qui vous attendaient pour vous bouffer. Et j'ai retrouvé d'ailleurs cette bande dessinée, très ancienne d'ailleurs, puisque 1934, elle a dû être faite en 32 ou 33, pour la passer dans le journal des 35 ans d'Astérix. La maison Disney a bien voulu nous la confier. Et j'ai retrouvé toute mon enfance en revoyant cette bande dessinée. C'est formidable comme les souvenirs sont très, très vifs chez un enfant. Mais il était hors de question pour moi de me dire qu'un jour, moi aussi, je ferais des histoires comme ça. Ça n'a pas évolué dans ce sens-là tout de suite. Non, moi, à 7 ans, puisque j'avais 7 ans, je voulais être clown. Alors que tous mes petits copains voulaient être pompiers, facteurs, gendarmes, en général des rôles à costume, avec des boutons dorés. Moi, je voulais être clown. Et pas n'importe quel clown, parce qu'il se trouve que là aussi, j'avais eu un fol amour pour un des clowns qui faisait partie du trio des Fratellini.
Fratellini, qui étaient des clowns extraordinaires à cette époque, pas d'avant-guerre. Et je demeurais dans une banlieue pavillonnaire, à Clichy-sous-Bois très exactement. Et en face chez moi, il y avait un mur de briques qui cernait une maison de rentier. Et quand le cirque Bouglione passait dans les environs, il collait ses affiches sur ce mur. Et je me souviens toujours de 3 affiches qui montraient chacun des portraits de chaque clown des Fratellini. Et j'ai vu Albert Fratellini. C'était le grotesque, celui qui avait un gros nez rouge, avec des grands yeux carrés blancs, avec une espèce de paillasse à la place des cheveux, et puis une bouche énorme. Et j'ai trouvé qu'il était très beau. Et en plus, il s'appelait Albert, mon prénom. Alors, je me suis collé à l'affiche, mais j'avais vraiment le dos collé à l'affiche, et j'attendais que les passants passent pour qu'ils regardent cette affiche. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils pouvaient penser de ce gosse qui était collé à l'affiche, mais j'avais l'impression que c'est moi qui le voyais. Alors, vous voyez déjà le cabotinage où ça allait se nicher. Toutatis, c'est un mot qu'on utilise, nous, dans Astérix, parce que le vrai nom du dieu gaulois, c'était Totates. Nous, on s'est amusé à le changer un peu. Et dans ce livre, il explique que tout ce qu'on raconte sur la Gaule et les Gaulois, c'est complètement faux. Astérix et Obélix, c'est amusant, c'est extraordinaire, il adore, mais tout ce qu'il y a dedans est complètement faux. Panoramix, on le sait, c'est le druide. Le druide, c'est l'homme savant du village, c'est l'homme intelligent qui sait tout, qui connaît tout, mais qui ne veut rien dire. Parce que les druides gardaient leur secret, et entre autres, le secret de la potion magique. D'ailleurs, dans aucun manuel d'histoire, vous avez la recette de la potion magique. Parce qu'il n'a jamais voulu l'inscrire, et donc personne ne la connaîtra. Moi-même, je ne la connais pas. Si je la connaissais, vous pensez bien que je ne m'amuserais pas à faire des petits dessins comme ça, idiots. Je vendrais de la potion magique. Je serais riche, mais alors... Oh là, c'est trop arrosé. Panoramix, notre druide. Oui. Oh, bah, je suis inquiet. Obélix est malade. Il est devant un sanglier entamé. Il dit qu'il n'a plus faim. Et il n'a rien mangé avant? Il a mangé 2 sangliers. Ouais, autant dire qu'il n'a rien mangé. Bon, allons le voir. Le maître rit et pour cause. Ces histoires de Gaulois font un triomphe dans le monde entier. En 1981, Albert Uderzo se consacre à un projet qui lui tient particulièrement à cœur, la création du parc Astérix. 8 ans plus tard, son rêve devient réalité. À 35 km au nord de Paris, les visiteurs rencontrent les célèbres héros du village gaulois. C'est la plus grosse récompense qu'on puisse avoir. Donc, quand je vois les enfants autour des personnages, Bélix, Astérix, leur joie, leurs yeux qui pétillent, là vraiment j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose sur Terre. Ça paraît prétentieux de le dire, mais c'est vrai. Pour moi, l'enfance, c'est quelque chose de précieux, d'extraordinaire et dont on doit avoir beaucoup de respect parce que c'est un âge merveilleux. Je regrette de ne plus être enfant moi-même. Albert Uderzo se sent chez lui dans ce village gaulois. Les enfants reconnaissent Astérix et Obélix, mais pas leur créateur, et c'est tant mieux. Car le dessinateur préfère rester dans le rôle de l'observateur anonyme pour mieux savourer le plaisir évident des enfants. Bonjour Obélix, ça va? Heureux? Pas trop chaud? Uderzo. Bonjour Patrick. Quel plaisir de vous recevoir, parce qu'avec vous, il y a tellement de personnages, on les voit arriver comme ça, les Papa, les Bellois, les Tanguy et la Verdure, évidemment, Astérix, Obélix, Abracourcix, ils sont là. J'ai une là. très grosse famille derrière moi.
ils ne sont pas venus ici parce que ça n'aurait pas tenu dans la pièce. Ils sont nombreux, ils font du bruit, ils sont complètement, ils sont pleins de vie, quoi. Hein. Ah, ils sont pleins de vie, oui. Ben, ils sont beaucoup plus vivants que moi, d'ailleurs. Ils vous ressemblent, tous ces personnages, Albert Uderzo. Ne dites pas ça, je n'ai pas un nez aussi gros, quand même. Mais par là, ce sont vos enfants, ce sont vos créatures. Oui, qui sont déjà vieillots, parce que là, maintenant, Astérix, on a fêté ses 50 ans il y a 2 ans, donc il a 52 ans maintenant. Et quant à Papa, Papa, il y a 1 an de plus. Papa est né en 58. C'est jeune Astérix encore, en ça va. 59. C'est le plus âgé, quand même. Oui, mais moi, j'avais noté le Prince Rollin, Captain Marvel Junior. Ah oui, mais vous alors, avez mais c'est une ménagerie. Hein, vous allez à la préhistoire, là. Mais ce qui est ça, c'est que quand vous avez commencé comme ça, vous avez créé tout de suite des personnages. Oui, j'étais un jeune fou qui avait une envie de raconter des histoires à travers une bande dessinée, évidemment. Et c'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille trouver des histoires. Alors j'étais très influencé par justement les comment dirais-je, toute cette période où on parlait des légendes avec les chevaliers de la table ronde et compagnie, quoi. Ce qui fait que j'ai fait une sorte de chevalier qui était un peu Schwarzenegger avant la lettre. Ouais. Il fallait qu'il soit Pas très très musclé. habillé. Hein. Il fallait que les enfants aient envie de lui ressembler à sa musclé, papa. oui. Hein. Oui, Papa, c'est pareil. C'est devenu un bonhomme assez musclé. Et c'est parce que je faisais, moi, à ce moment-là, je fréquentais des clubs de culture physique. On n'appelle plus ça la culture physique maintenant. Vous savez, où on se gonfle les muscles, tout ça. Mais ça m'a appris justement à connaître l'anatomie humaine. Des faits, à force de se regarder dans une glace, on sait qu'un muscle est attaché comme ça. Et ça m'avait terriblement servi. Parce que je n'ai jamais fait d'études de dessin. Hein. Bonjour Albert Uderzo. Bonjour. C'est un événement de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Tellement heureux, tellement fier de saluer l'un des grands maîtres de la bande dessinée moderne, Astérix, Obélix. Et on peut le dire désormais, Astérix est éternel, Albert. On le dit, c'est pas moi qui le dis. Mais j'aime l'entendre dire, ça n'a pas toujours été le cas. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 2 nouveaux auteurs, on le sait maintenant, qui ont repris la main, et qui ont très bien repris la main. Je suis très heureux de savoir qu'il y a une continuité qui se fera derrière les 2 principaux auteurs. C'est le 36e album des aventures d'Astérix et Obélix qui est arrivé. C'est le papyrus de César. C'est en tête de toutes les ventes. C'est numéro 1, c'est traduit dans 20 langues, dans le monde entier. C'est un phénomène. Oui, c'est vrai. Pour eux, c'est un pari qu'ils ont dû tenir. Nous aussi, d'ailleurs, je parle de l'éditeur, parce que c'était pas gagné à l'avance. Et il faut croire que ça a été dans la bonne direction, puisque les lecteurs sont tous satisfaits. Oui. Tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit... on voit pas la différence, l'écriture est près de celle d'Agostini, le dessinateur Didier Conrad a bien repris votre style, c'est tout ce qu'on demande. C'est ça, c'est une histoire sur la liberté d'informer face au secret d'État. Oui, Jules César qui veut raconter ses mémoires, et puis il s'aperçoit qu'il y a un passage sur, évidemment, il y a les irréductibles gaulois qui résistent, il faut pas en parler, mais il y a un papyrus qui... C'est-à-dire que en écrivant son bouquin, que tout le monde a entendu parler, la guerre des Gaules. Il signale lui-même, d'ailleurs, l'existence de ce village d'irréductibles, avec laquelle il a maille à partir. Et puis on lui dit, mais César, vous vous rendez compte que si vous laissez passer cet aspect de votre livre, vous qui voulez briller, ça va être épouvantable pour vous. Il se rend compte de l'erreur qu'il a faite. Il manque de chance, cette partie de ce qu'il a écrit a été pris par
un garçon qui veut en profiter pour en tirer un certain bénéfice. Un pourvoyeur d'informations. Voilà. Hein. Donc voilà d'où est partie l'idée du papyrus. C'est incroyable, c'est la liberté aussi des auteurs qui racontent ce livre finalement aussi. C'est de dire, voilà, l'éditeur il veut couper un chapitre, mais les auteurs ils sont irréductibles. Vous avez toujours été un peu comme ça, vous Albert, hein, irréductible. Oui, hein. on est tous un petit peu irréductibles. D'abord, quand on rentre dans ce métier,